Bonjour les amis. Et si un coma n'était pas une fin, mais une porte? Et si l'activité cérébrale vacillante au seuil de la mort était le son de la réalité qui se divise en deux? En 1921, un enseignant suisse-autrichien nommé Paul Dienack est tombé dans un coma d'1 an. Selon le journal qu'il a laissé derrière lui, à son réveil, il a affirmé que sa conscience n'avait pas été en sommeil. Elle avait été bien éveillée, vivant dans le corps d'un autre homme près de 2000 ans dans le futur, en l'an 3906. Il a chroniqué un futur de guerre dévastatrice, un gouvernement mondial et la naissance d'une nouvelle espèce humaine spirituellement évoluée. C'est une histoire à couper le souffle. Mais il n'y a qu'un seul problème. Il n'existe aucune trace officielle de l'existence de Paul Amadeus Dienack. Sommes-nous en présence d'une véritable chronique du futur ou de l'une des supercheries les plus élaborées et les plus convaincantes jamais conçues? Notre histoire commence avec Paul Amadeus Dienack, un professeur suisse-autrichien d'allemand, discret et intellectuel, au début des années 1920. De l'avis général, c'était un homme ordinaire qui ne s'attendait pas à devenir le sujet d'un débat extraordinaire. Mais dès le début, nous rencontrons un obstacle. Malgré des décennies de recherche, il n'existe aucune trace officielle confirmant l'existence de Paul Amadeus Dienack. Pas de certificat de naissance, pas de dossiers universitaires, pas d'admission à l'hôpital sous ce nom. C'est comme si l'homme au centre de cet incroyable paradoxe temporel n'avait jamais existé. Les partisans de l'histoire suggèrent qu'il aurait pu utiliser un pseudonyme. Ayant prétendument combattu pour l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, il aurait pu changer de nom en s'installant en Suisse neutre pour laisser le passé derrière lui. Mais ce n'est que pure spéculation, une couche de mystère de plus autour d'un homme qui n'aurait peut-être jamais été réel. Même la photographie la plus souvent associée à Dienack, une image obsédante, au ton sépia, d'un homme aux yeux intenses, a été remise en question par les chercheurs. Beaucoup affirment qu'il ne s'agit pas d'un portrait d'un professeur européen réfléchi, mais d'une photo d'identité judiciaire du XIXe siècle d'un prisonnier de Nouvelle-Zélande. Alors, à mesure que nous avançons, nous devons le faire avec une compréhension critique. Nous racontons une histoire dont le personnage principal est un fantôme. Chaque détail que nous avons provient d'une seule source, un journal intime. Et ce journal a été livré au monde, non pas par Dienack, mais par un étudiant qui prétendait le connaître. Un étudiant qui, des années plus tard, a décidé de publier ses écrits, prétendument contre la volonté de son professeur et d'une société secrète qui voulait les garder cachés. Cette histoire est construite sur des oui-dire et des preuves manquantes. Mais quelle histoire! Nous sommes en 1921. L'Europe se remet encore de la Grande Guerre et une étrange maladie se propage sur le continent. L'encéphalite léthargique, la maladie du sommeil. Elle attaque le cerveau, laissant ses victimes figées dans un état entre la vie et la mort. Et selon l'histoire, c'est cette maladie même qui emporte Paul Dienack. Un jour, il s'effondre et est transporté d'urgence à l'hôpital de Genève, où il tombe dans le coma. Pour ses médecins, Paul Dienack n'est plus. Son corps est vivant, mais son esprit est silencieux. Pendant une année entière, il reste inerte. Dans cette ligne temporelle, appelons-la ligne temporelle A, sa vie est effectivement terminée. Cette partie de l'histoire, du moins, a un fond de vérité historique. L'encéphalite léthargique fut une épidémie réelle et dévastatrice, connue pour causer des symptômes neurologiques étranges, y compris des hallucinations vives et immersives. Les patients qui se rétablissaient décrivaient souvent leurs expériences comme étant plus réelles que la réalité elle-même. Ce contexte médical est un point clé pour les sceptiques, qui affirment que tout le voyage de Dienack pourrait être expliqué comme un rêve incroyablement puissant, d'une durée d'1 an, provoqué par sa maladie. Une hallucination dont il se serait brièvement réveillé, juste assez longtemps pour griffonner ses souvenirs avant que sa santé ne le lâche définitivement. Mais l'histoire de son journal offre une explication bien plus radicale. Elle affirme que lorsque le corps de Dienack s'est endormi à Genève, sa conscience est partie. Le coma, suggère-t-elle, fut un moment de transition, un événement quantique qui a divisé son existence en 2 réalités parallèles.
C'est ici que l'histoire dévie du mystère médical pour entrer dans la science spéculative. Pour même envisager l'explication proposée du voyage de Dienach, nous devons nous pencher sur un concept aussi époustouflant que l'histoire elle-même, l'interprétation des mondes multiples. Proposée pour la première fois dans les années 1950, cette théorie suggère que chaque fois qu'un événement quantique a plus d'un résultat possible, l'univers se divise, créant une nouvelle ligne temporelle pour chaque possibilité. Maintenant, lions cela à la conscience. Certaines théories spéculatives, comme la théorie Ork-OR, proposent que la conscience elle-même pourrait être un processus quantique se déroulant à l'intérieur des neurones de notre cerveau. Si c'est vrai, notre conscience effectue constamment des calculs quantiques, réduisant les possibilités à la seule réalité que nous expérimentons. Alors, que se passe-t-il lorsque cet ordinateur quantique biologique, le cerveau, s'arrête comme dans un coma? Selon le cadre quantique de l'histoire de Dienach, au moment où son activité cérébrale a cessé, sa conscience était dans un état de superposition quantique. À ce moment, selon la théorie, son état quantique s'est divisé. Dans la chronologie A, le résultat le plus probable s'est produit, un homme dans le coma qui finirait par mourir. Mais dans la chronologie B, une probabilité infinitésimalement petite est devenue réelle. La conscience de Dienach, détachée de son corps, ne s'est pas simplement évanouie. Elle a tunnelisé à travers l'espace-temps, réapparaissant dans une nouvelle réalité compatible. Le cerveau d'un autre homme, Andreas Northam, en l'an 3906, au moment exact où la propre conscience de Northam avait été libérée par un accident. Ce n'était pas de la téléportation. C'était un transfert d'observation. L'esprit de Dienach est devenu le nouvel observateur dans un nouveau temps. Soyons très clairs, il s'agit d'une approche hautement spéculative et philosophique des théories quantiques. La physique dominante ne soutient pas l'idée que la conscience puisse se transférer entre les corps ou les lignes temporelles. Ce cadre scientifique a été appliqué à l'histoire de Dienach, bien après les faits, une tentative moderne d'ajouter une couche de plausibilité à un récit incroyable. C'est une expérience de pensée fascinante, mais ce n'est pas un fait scientifique. Pourtant, dans la logique de l'histoire, cela fournit le mécanisme de l'impossible. Imaginez la terreur pure. Un instant, vous succombez à la fièvre en 1921. L'instant d'après, vous êtes réveillé, mais la pièce est étrange. Elle est élégante, minimaliste et baignée d'une lumière douce. Dehors, des véhicules silencieux glissent dans les airs. C'est le monde dans lequel la conscience de Paul Dienach se serait éveillée. Il se retrouva dans le corps d'un homme nommé Andreas Northam. Il essaya de parler, mais la langue autour de lui était une évolution mélodique et étrangère des langues nordiques et anglaises. Les habitants de 3906 s'occupaient d'Andreas Northam, qui avait eu un accident et se réveillait enfin. Mais ils réalisèrent vite que quelque chose n'allait pas. L'homme dans le lit n'avait aucun souvenir de sa vie et parlait un dialecte allemand archaïque. Dans son journal, Dienach décrit la réaction de la future société non pas avec peur, mais avec une curiosité calme et savante. Ils avaient un nom pour sa condition, un glissement de conscience, qu'ils considéraient comme un phénomène connu, bien qu'exceptionnellement rare. Ils comprenaient que la conscience dans le corps d'Andreas Northam était un visiteur d'une ère révolue. Au lieu de l'enfermer, ils sont devenus ses tuteurs. Pendant l'année où son corps original resta dans le coma, la conscience de Dienach vécut en tant qu'Andreas Northam, apprenant sur le monde de 3906. Les gens du futur ont patiemment répondu à ces questions, mais ont été prudents sur une chose. Ils ont refusé de lui donner des informations détaillées sur le XXe siècle. Ils craignaient que si sa conscience retournait à son époque, cette connaissance puisse dangereusement altérer l'histoire. Il a eu droit à une grande visite du futur de l'humanité, mais avec un angle mort pour son propre présent. Ce qui suit dans le journal est une histoire exhaustive des 2 prochains millénaires. Encore une fois, tout cela provient du manuscrit non vérifié. Cela ressemble moins à une prophétie qu'à une critique philosophique et sociale, une vision utopique conçue pour résoudre les problèmes du début du XXe siècle. Mais en tant que fiction spéculative, c'est à couper le souffle. Selon le journal, la période de 2000 à 2300
serait la plus sombre de l'humanité, définie par une lutte pour la richesse, la surpopulation et la catastrophe écologique. Cela culmine avec une guerre mondiale catastrophique vers 2309, plongeant la civilisation dans un nouvel âge sombre. De ces cendres, un nouvel ordre mondial se forme lentement. Le concept d'État-nation est finalement aboli, et un gouvernement mondial est établi. L'économie n'est plus basée sur l'argent, mais sur un principe de adéquation globale, où toutes les ressources essentielles sont fournies à chacun. Les gens ne sont tenus de travailler que 2 ans de leur vie, entre 17 et 19 ans, ce qui leur laisse la liberté de poursuivre leur passion. Le journal décrit également une tentative désastreuse de coloniser Mars en 2265, qui se solde par une tragédie, amenant l'humanité à se concentrer à nouveau sur la guérison de la Terre. Le changement le plus significatif est peut-être d'ordre spirituel. Au XVe siècle, une nouvelle sous-espèce humaine, appelée Homo occidentalis novus, a émergé. Ces humains possèdent une capacité psychique ou empathique latente qui a rendu obsolètes des concepts tels que la tromperie et la manipulation politique. Leur objectif principal n'est plus le gain matériel, mais l'évolution spirituelle et créative. C'est une utopie, mais une utopie étrange et tranquille. C'est, à bien des égards, une projection parfaite de ce qu'un intellectuel européen des années 1920, lassé de la guerre, aurait pu rêver comme avenir idéal. Le monde décrit par Dienach est très éloigné du nôtre. Un gouvernement mondial, la fin de l'argent, une société bâtie sur un objectif commun. C'est soit une vision inspirante, soit une fantaisie naïve. Qu'en pensez-vous? Quelle partie de ce futur supposé vous semble la plus attrayante ou la plus terrifiante? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a époustouflé. Et si vous êtes intrigué par les mystères qui brouillent la frontière entre science et fiction, n'oubliez pas de vous abonner. Pendant 1 an, la conscience de Paul Dienach a vécu cette vie en 3906. Mais sa connexion au corps d'Andreas Northam était temporaire. Sa dernière entrée de journal du futur est remplie d'un sentiment d'adieu poignant. Et puis, il s'est endormi. De retour en 1922, dans un hôpital de Genève, Paul Dienach, l'homme qui avait été dans le coma pendant 1 année entière, se réveille. Il est faible et fragile, mais son esprit est enflammé par les souvenirs d'un monde lointain de 2 millénaires. Craignant d'être traité de fou, il ne dit rien à personne. Sachant que sa santé déclinait, il consacre ses dernières forces à une seule tâche, tout écrire. Le manuscrit de près de 1000 pages qu'il crée n'est pas un roman. C'est une tentative désespérée de préserver une expérience que, il en est conscient, personne ne croira. Quelque temps après son réveil, Dienach déménage en Grèce, espérant que le climat plus chaud aiderait sa santé défaillante due à la tuberculose. C'est là, alors qu'il enseigne l'allemand pour gagner sa vie, qu'il rencontre un jeune homme qui deviendra le gardien improbable de son incroyable secret. Son nom était Georgios Papahatsis, l'étudiant préféré de Dienach. En 1924, sentant sa fin proche, Dienach confia son énorme journal manuscrit à Papahatsis. Il n'en révéla pas le contenu, disant simplement à son étudiant de l'utiliser pour pratiquer son allemand en le traduisant en grec. Peu de temps après, Paul Dienach mourut de la tuberculose. Papahatsis commença la traduction, pensant probablement qu'il s'agissait simplement d'un roman étrange. Mais en parcourant les pages, il réalisa qu'il lisait un journal détaillant une vie au XVe siècle. Papahatsis n'était pas qu'un étudiant. Il deviendrait un juriste et professeur éminent, et même recteur de l'université Panteion en Grèce de 1964 à 1965. C'était un universitaire sérieux et respecté. Le contenu du journal le fascinait et le troublait. Selon la légende entourant le livre, le manuscrit circula pendant des décennies uniquement en secret, parmi un cercle restreint d'amis de Papahatsis, y compris des membres haut placés des francs-maçons. Il l'aurait considéré comme un texte sacré, trop puissant pour le public. Finalement, en 1972, Papahatsis publia de manière controversée une version du journal en grec, mais elle tomba rapidement dans l'oubli. Puis, une autre pièce cruciale du puzzle disparaît. Le manuscrit original allemand, la seule source primaire de toute cette histoire, aurait été perdu ou confisqué. Chaque version que nous avons aujourd'hui
et la traduction d'une traduction. Tout ce que nous avons est l'histoire telle que filtrée par Georgios Papahadzis, l'homme qui est à la fois notre seul témoin et, potentiellement, notre principal suspect. Et nous devons donc faire face à la montagne de doutes qui entoure cette histoire. La thèse selon laquelle il s'agit d'un récit factuel est, pour être franc, incroyablement faible. Premièrement, l'homme disparu. Comme indiqué, il n'existe aucune trace officielle de l'existence de Paul Amadeus Dienach. Papahadzis lui-même aurait tenté de retrouver la trace de son ancien professeur à Zurich, mais n'a rien trouvé. Deuxièmement, les preuves s'effondrent sous l'examen. La seule preuve est le journal intime, mais l'original a disparu. On nous demande de faire confiance à une traduction d'un document perdu. La photo est mal identifiée. Chaque élément de preuve physique se dissout. Troisièmement, le contenu du journal lui-même semble profondément ancré dans les années 1920. L'obsession d'une nouvelle espèce humaine appelée Homo occidentalis, l'homme occidental, et d'une société dirigée par des intellectuels sans passion, semble être un produit de son époque, et non un véritable aperçu d'un futur à 2 millénaires de distance. Quatrièmement, il y a la ressemblance frappante avec la fiction existante. La nouvelle de H.P. Lovecraft de 1936, L'ombre venue du temps, raconte l'histoire d'un professeur dont la conscience voyage dans le temps et habite le corps d'un membre d'une race ancienne. Il apprend l'histoire de l'univers avant que son esprit ne revienne, le laissant avec des souvenirs incroyables. Les parallèles sont difficiles à ignorer. Il est fort possible que Papahadzis, un homme cultivé, ait été inspiré par de telles histoires et ait présenté les écrits de Dienach comme un récit véridique. L'explication la plus charitable est que si un homme nommé Paul Dienach a existé et a été dans le coma à cause d'une encéphalite léthargique, il a vécu une hallucination incroyablement vivante. Il l'a écrite, et son élève, Papahadzis, voyant la beauté philosophique de ce rêve, l'a embellie et l'a présentée comme une histoire vraie. Alors, si tout indique que c'est une fiction, pourquoi parlons-nous encore de Paul Dienach? La réponse est que la force de cette histoire ne réside pas dans sa véracité. Elle réside dans les questions profondes qu'elle nous pousse à nous poser. L'humanité pourra-t-elle un jour surmonter sa nature autodestructrice? L'idée d'une glissade consciente est une alternative étrangement réconfortante à l'oubli. Elle remet en question notre définition de nous-mêmes. Si une version de vous a vécu en 3906 et qu'une autre est morte en 1922, laquelle est la vraie vous? La réponse de l'histoire? Les deux. Le journal de Dienach, fait ou fiction, est une œuvre puissante d'exploration philosophique. Il présente une vision utopique qui sert de miroir aux échecs de notre propre société. Nous sommes attirés par lui, non pas parce que nous croyons lire une histoire du futur, mais parce que nous espérons qu'un tel futur est en quelque sorte possible. C'est un grand scénario de « et si ». Et si la conscience était plus que de simples neurones qui s'activent? Et si le temps n'était pas une ligne droite? L'histoire de Paul Dienach est un véhicule pour explorer ces questions alléchantes et sans réponse, offrant un récit à nos réflexions existentielles les plus profondes. En fin de compte, nous nous retrouvons avec un paradoxe, une histoire qui est presque certainement fausse, mais qui semble profondément significative. Le récit de Paul Amadeus Dienach est une histoire de fantôme, un roman de science-fiction, un traité philosophique et un mythe moderne, tout en un. Il n'y a aucune preuve crédible pour l'étayer. L'homme est un fantôme, le journal est une copie, et l'histoire qu'il raconte est criblée des empreintes de son époque. Mais le rejeter comme une simple supercherie, c'est passer à côté de l'essentiel. La persistance du mystère Dienach révèle un profond besoin humain de croire en l'extraordinaire, d'espérer un avenir meilleur et d'imaginer que les limites de notre brève existence ne sont pas le dernier mot. Peut-être que la vraie question n'est pas « Paul Dienach a-t-il voyagé dans le temps ?» mais « Pourquoi voulons-nous croire qu'il l'a fait ?» La chronique n'est peut-être pas un document factuel, mais son voyage à travers notre culture, transmis de personne à personne, est sa propre forme de voyage dans le temps. L'histoire a survécu pendant un siècle, bien plus longtemps que l'homme qui l'aurait écrite. Peut-être que le journal n'est pas la preuve qu'une personne peut voyager dans le temps.
Peut-être est-ce la preuve qu'une idée puissante le peut. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration approfondie du mystère quantique de Paul Dienach. Le manque de preuves gâche-t-il l'histoire pour vous, ou son message la rend-il tout de même captivante? J'adorerais lire votre point de vue dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intrigué, faites-la connaître pour aider plus d'esprits curieux à la découvrir. Pour plus de voyages dans l'étrange et l'inexpliqué, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous poser des questions.